Bonjour à tous et bienvenue dans Cinefiles. Aujourd'hui, Let's Fac, c'est la fac, tous à l'université. Donc la fac, la foire aux questions. J'attendais des questions de la part de certaines personnes qui ont répondu présent, donc je les en remercie. Je n'ai pas eu vraiment de grande surprise quant aux gens qui ont répondu, qui ont envoyé des messages sur la vidéo de remerciements. Donc ça confirme le cercle assez privé de gens qui s'intéressent vraiment aux analyses. Donc voilà, nous allons tout de suite faquer, tout de suite sans transition. Première question du daron, donc de la chronique du daron, qui me pose la question suivante. Est-ce que pour toi, le cinéma à partir des années 80 est plus intéressant à analyser que le cinéma des années 2000 ? Ce qu'il faut, je pense, comprendre, c'est que nous sommes dans les années 2010, les années 2000 ne sont pas loin, et les années 80, on commence à avoir un peu d'ancienneté. À cela, là je parle en tant qu'ex-universitaire. Les années 80 commencent à être analysées à l'université. Il y a des écrits, des articles, des critiques qui commencent vraiment à bien cerner les années 80. Dans les années 80, on a cette idée d'une Amérique extrêmement puissante. Nous avons cette idée de la publicité qui commence vraiment à prendre du poids. Et bien dans les années 2000, c'est tellement proche que nous n'arrivons pas vraiment à distinguer clairement ce que c'est comme chose, comme entité. Le cinéma français, dans les années 2000, je ne sais pas comment je peux désigner le cinéma français des années 2000. Il y a un manque de recul de la part de ceux qui veulent faire des analyses comme moi, parce que les années 2000, c'est une décennie qui est extrêmement récente. Donc au niveau de l'analyse, on peut repérer certaines choses, comme l'émergence fracassante du clip vidéo et ses conséquences, c'est-à-dire un clippage de l'action suivant une musique, un montage de plus en plus stromboscopique, allant presque jusqu'à l'image subliminale, Fight Club, une esthétique des fois extrêmement fine et des fois très peu travaillée par le biais de la caméra portée. Ce qui est intéressant avec les années 80, je le ressens comme ça, c'est que les années 80 sont vraiment une sorte de frontière de passage entre un cinéma du regard, un cinéma, j'ai envie de dire un cinéma hitchcockien, un cinéma où les gens regardent beaucoup, des plans de regard, des contre-champs de regard, toute une thématique du regard, et un cinéma d'action, avec des raccords dans l'action, beaucoup de mouvements dans les plans, beaucoup de mouvements de caméra. Moi, je trouve que les années 80, nous avons eu Besson qui est arrivé dans notre cinéma national, Besson qui est arrivé sur le marché. Il y avait vraiment une conception de la mise en scène à travers des mouvements de caméra. On prenait le temps de faire les actions. Un plan qui voulait dire quelque chose, un autre plan qui voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, nous avons le Steadicam, et voire même des formes un peu plus évoluées. Aujourd'hui, ça va tellement vite. On veut plus poser de cadre bien sur un pied de caméra. On veut que tout aille plus vite. Notez le nombre incalculable de films amateurs qui ne sont même plus sur pied de caméra, qui sont à la main. Fin des années 2000 et début des années 2010, c'est la vitesse. Je pense que c'est un peu ça. Et du coup, j'en reviens quand même à la question. Pour un travail d'analyste, c'est plus facile d'analyser un cinéma qui prend son temps qu'un cinéma qui va à 100 à l'heure. Aujourd'hui, avec la Steadicam, on se permet de déplacer le cadre si l'acteur, par son jeu, se décale un petit peu. On recadre l'acteur. Il y a aujourd'hui vraiment, l'acteur prend tous les pouvoirs. Donc il y a vraiment une démesure totale du rôle, du statut de l'acteur dans les années 2000 par rapport aux années 80. Je pense que c'est un peu ça. Il y a une démesure, une totale, complètement, parce qu'aujourd'hui, on sait ce que c'est que l'image. Avant, dans les années 80, on avait très peu de moyens pour aller filmer comme ça tout de suite. Aujourd'hui, les images sont absolument partout. On va plus vite et on peut tout filmer et tout partager dans les années 2000. Et du coup, en termes d'analyse, on est complètement submergé. Il y a trop d'images, il y en a trop. Et donc analyser, ça devient extrêmement compliqué parce qu'elles ne sont plus maîtrisées. Enfin, les films des années 80 et les films des années 2000 sont intéressants à analyser. Et c'est plus facile d'analyser un film des années 80 à cause du recul esthétique, historique, que un film des années 2000. Dans 15 ans, je reviendrai sur ça, parce qu'on aura du recul. Mais là, un film des années 2000 est beaucoup plus dur à analyser qu'un film des années 80. Voilà.
Alors, j'espère avoir à peu près répondu à la question. Je vais passer à la suivante. C'est deux petites questions de film Coco 8, ou devrais-je dire peut-être film Coco Infini. Alors là, ça prend une autre dimension, son pseudo. Film Coco Infini me pose 2 questions. Attention, ça rigole pas. Il me pose la première question. Combien d'abonnés avais-tu sur ton ancienne chaîne? Alors, il me semble qu'en termes de vues, c'était à peu près 250 000 vues et à peu près 120 abonnés. Mais je me suis fait complètement avoir par les copyrights. Et j'espère que ce sera plus le cas aujourd'hui. Et la deuxième question, quel genre de film favorises-tu? Alors, on parle de genre, on ne parle pas directement de film. Peut-être curieusement, je sais pas pourquoi, pourtant c'est vraiment pas mon genre, c'est le cas de le dire, au niveau du drame. Moi j'ai eu plus de claques avec le drame, et je dirais même le drame psychologique dans la mise en scène plutôt, une mise en scène qui reflète la psychologie du personnage. Si l'animation c'est sympa, mais bon, je regarde plutôt ça pour me détendre, je suis pas complètement emballé par le truc. Là j'avais vu Le Chapeauté, qui était sympa. Mais voilà, bon, j'ai passé un bon moment et j'ai envie de dire au suivant, donc c'est presque ça. Je pense que c'est le drame qui me plaît le plus en ce moment. Par exemple, on va dire que The Machinist, peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais The Machinist, pour moi, je considérerais ça comme un drame psychologique. Ce n'est pas un thriller, j'ai pas l'impression en tout cas. Pour moi, c'était vraiment un super bon film. Et au niveau de la réalisation et de ce qui s'y fait, le mec il a eu des couilles de faire un film pareil, de faire un film sur le travail également, sur les problèmes dans le travail. Et aux États-Unis, j'ai l'impression que cette question est complètement balayée, extrêmement peu, où c'est sur des tons comiques, du style, je sais pas moi, le diable s'habille en Prada, voilà, avec la secrétaire et tout ça, mais c'est une toile de fond. Mais non, je trouve que le drame a une bonne puissance, là, avec tous les films qu'on peut avoir, Crazy Heart, Le Discours d'un roi, même si j'ai pas aimé, mais bon, il faut quand même lui avouer que c'est un film qui est pas mal quand même. The Artist, dans un certain sens, c'est un drame, un peu un truc comique, mais c'est surtout un drame avec la chute d'une star, et c'est un film qui provoque des émotions. Je pense que je pourrais te dire le drame, après il y a toujours des exceptions dans les genres, hein. Pour moi je dirais le drame. Je vais maintenant répondre à une question de The Marine 22340. Penses-tu que ça serait faisable d'analyser quelques scènes de la trilogie Matrix? Alors j'en ai déjà fait. J'ai déjà fait une analyse d'un extrait de Matrix Reloaded, qui est un long extrait de 8 minutes. C'est la deuxième scène la plus impressionnante du film, c'est-à-dire la confrontation entre Neo et les Smiths. C'est une vidéo qui fait 29 minutes, et normalement c'est une vidéo que vous aurez pour la deuxième saison. Ce sera pas pour la première parce qu'elle est assez cool, il y a plein d'actions et j'ai trouvé un angle d'attaque qui est pas mal pour analyser la séquence. Ce sera pour la deuxième saison, mais oui, je pense que j'en ferai d'autres quand l'envie me prendra. Il faut pas les analyser comme des films conventionnels, il faut avoir un regard extrêmement neuf. Il faut aussi avoir lu Baudrillard. Voilà, c'est un philosophe qui a parlé de la réalité, de la surréalité qui serait derrière nous. Enfin, c'est super compliqué. Moi, je maîtrise absolument pas ça, mais oui, je pourrais revenir sur Matrix plusieurs fois, mais bon, j'ai tellement de choses à analyser que j'ai envie de vous montrer que voilà, ce sera peut-être une analyse par saison. Enfin, je verrai encore comment ça se passe. Alors maintenant, une question de Unext456. Il y a vraiment des pseudos vraiment géniaux. Mais bon, de toute façon, le pseudo de ma première chaîne, c'était pas mieux. C'était Blazer12, donc voilà. Chacun porte sa croix. Quel est le réalisateur dont l'analyse de ses films t'aura le plus marqué? Ce que tu me demandes, ce serait quelle est la mise en scène qui m'a le plus marqué, et donc le réalisateur responsable de cette mise en scène. Ça va faire 50 analyses de réaliser et d'uploader sur Vimeo. Vous n'en avez pas vu beaucoup, mais moi j'en ai fait 50 quand même. Et c'est à chaque fois des trucs assez ingénieux, hein, quand même. Je fais pas des petites scènes de merde, hein. C'est quand même des trucs assez poussés.
Je pourrais citer quelques noms, mais par exemple, la première analyse que j'avais réalisée, c'est l'analyse de la scène de dialogue dans Gladiator, et je trouve assez fascinant la façon dont Ridley Scott, avec extrêmement simple, il y a juste 2 angles de caméra, un champ contre champ, et bien Ridley Scott, il arrive à nous faire passer tellement de choses par un montage très précis, et bien sûr un dialogue et un jeu d'acteur qui est vraiment bon. Après, il y a des mises en scène que vous n'avez pas encore vues. J'ai monté une séquence sur Maman, j'ai encore raté l'avion. C'est une séquence incroyable, la façon dont Chris Columbus a tourné la séquence, c'est très très fort, c'est très porteur, c'est très optimiste. Voilà, donc je pense, je pourrais pas me dire comme ça, parce que plus je vais avancer, plus je vais avoir des claques, et je vais comprendre ces claques et comment c'est mis en scène. Je pourrais aussi citer encore une autre analyse que vous n'avez pas vue de Paul Andrew Williams, London to Brighton. J'ai choisi une scène qui est juste incroyable, qui est à l'opposé total de tout l'esthétique du reste du film. C'est complètement bluffant. Non, je pense que je pourrais pas m'arrêter comme ça sur une mise en scène. J'arrive pas à dire laquelle m'a le plus marqué, parce que là on demande que je sois critique, du coup j'ai un peu de mal. Non, je peux pas te répondre comme ça, mais si je devais résumer au film entier, voilà, là ce serait peut-être plus facile. Si je devais faire un constat global sur les films entiers dont j'ai fait l'analyse d'une séquence, eh bien ce serait clairement Photo Obsession de Mark Romanek. C'est peut-être dans mon top 10 assurément, voire même de mon top 5 des années 2000, des meilleurs films des années 2000, c'est-à-dire de 10 ans de cinéma. Là oui, Mark Romanek surpasse tout le reste, clairement. Une question de Never Cry With, il me pose la question suivante. D'après toi, quelle tête aura le paysage cinématographique américain dans 10-15 ans ? Il soulignait le fait qu'il y ait aussi de plus en plus des gros blockbusters, des films très coûteux qui n'étaient pas rentabilisés, dont le coût n'avait pas été remboursé. À mon avis, je pense que les jeux vidéo vont prendre une de ces places dans les prochains temps. Nous sommes prêts à accueillir le film. Si ça avait été plus tôt, je pense pas que ça aurait marché, mais là, il y a beaucoup de générations qui jouent aux jeux vidéo et qui sont prêtes à voir des héros portés au cinéma dans des productions qui sont coûteuses. Donc je pense que ça marchera. Il y aura de plus en plus puisque Hollywood là surfe en ce moment sur les comics, les super-héros, il va y avoir à mon avis à un moment un léger virement de bord sur tout ce qui est les bandes dessinées et les jeux vidéo. À mon avis, ce sera ce qu'on aura en termes de blockbuster. Après, ça dépend vraiment. Si on a malheureusement des événements dramatiques mondiaux qui pourraient arriver, Hollywood y sera sensible comme à son habitude, et il peut complètement changer son cinéma, presque du jour au lendemain. On aura bien sûr une amélioration de la 3D, ça c'est bien clair et net. À mon avis, il y aura peut-être pas encore d'autres techniques qui apparaîtront. L'IMAX va, je pense, se démocratiser, j'espère, parce que l'IMAX pour moi serait beaucoup mieux que la 3D, mais ça c'est encore notre débat. Au niveau du contenu, on aura toujours les drames, les drames, les comédies et tout ça qui marchent et qui marchent pas, ça c'est évident, c'est une grande part de tout ce qui est produit aux États-Unis. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que nous, ce qu'on a en France, c'est qu'une seule petite partie de ce qui se fait aux États-Unis. Il y a des tonnes. Alors bien sûr maintenant, avec Internet, avec les vidéos à la demande, avec le direct to DVD, on voit un peu plus le marché plus large qu'offrent les États-Unis. Mais les États-Unis, ils produisent, mais ils n'arrêtent pas de produire. Aussi bien des petits films comme ça qui sont faits dans un état que des films qui sortent à l'échelle nationale. Donc on a vraiment une petite partie, et des fois on trouve des trucs tout bizarres, mais qui sont estampillés États-Unis. C'est très amusant, et je pense que ça n'arrêtera pas. Après les blockbusters, quand tu me marquais film pas remboursé, je pensais à John Carter qui s'est pris une grosse claque. Ça a fait beaucoup de mal à Disney. Cependant, Disney a remonté la pente avec Avengers, qui a ultra bien fonctionné. C'est un risque,
Mais aussi, c'était un peu la folie cet été avec tout ce qui sortait. Ça peut couler les maisons de production. C'est une affaire vraiment d'équilibre. Il y a des gens dans les compagnies de production qui ne s'occupent que du marketing et de aussi préparer les sorties des films à des moments où il pourrait y avoir du monde, les moments d'influence dans l'année quand les gens vont au cinéma. Par exemple, le mois de mars, c'est pas le mois où il faut sortir des films, parce qu'il y a 2 gros blockbusters qui sont sortis en mars. Je crois que c'est La colère des titans et John Carter, et ces 2 films n'ont pas fonctionné. Donc vraiment, en mars, c'est pas le moment de les sortir. Hein. Les mecs qui veulent faire, ouais, parce que c'est mars, c'est la guerre et tout ça, on va mettre le film, bah, vous allez voir que ça va être un beau four. Hein. Vous pourrez faire des tartes et leur envoyer à la gueule. C'est vraiment très délicat, tous ces films qui ne sont pas remboursés, mais qui sont souvent rentabilisés par des films qui viennent plus tard, qui sont toujours estampillés du même studio. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des cartes dans ses manches. Et bien sûr, plus les films sont chers, moins il y aura de cartes dans les manches. Et des fois, les grands studios ne pourront sortir que 3 grands jokers sur toute l'année. Donc ça va devenir, je pense, de plus en plus délicat, parce que les films vont coûter de plus en plus cher. Ce qui est d'ailleurs bizarre, je trouve. Hein. Mais bon, bref, quand on voit qu'il y a des comédies qui sont faites avec 40 millions de dollars et que pour nous, un gros blockbuster, c'est 20 millions d'euros. Hein. Donc, vous voyez le truc. Hein. Ouais, alors, les productions françaises pour les années à venir, ça, j'imagine même pas ce que ça va être. Et j'espère que je pourrai travailler, parce que je souhaiterais quand même travailler dans le milieu, que je travaillerai sur des films qui sont bien. Voilà, moi, je souhaite vraiment ça, parce qu'il y a de ces bouses. Oh, mon Dieu. Non, mais ça me fait honte. Hein. Moi, j'ai honte du cinéma national actuel. Hein. Du cinéma français. Mais pour revenir aux États-Unis, ça va pas jouer sur le scénario, sur l'aspect technique, esthétique, ça va toujours être de l'esthétique ultra spectaculaire, avec une esthétique des jeux vidéo qui va de plus en plus s'affirmer dans la mise en scène des réalisateurs qui vont être jeunes. Il y a les vieux croutons, les monstres sacrés comme Spielberg ou Cameron qui vont continuer à faire des films et ça va marcher parce qu'ils ont une renommée maintenant. Mais les jeunes, ils seront issus de quoi ? Ils auront joué aux jeux vidéo, ils seront carrément tous issus de clips vidéo, ceux qui vont faire des films vraiment très très puissants, hein, des films avec beaucoup de budget. Quand on voit le film Avengers, quand on voit les photos de tournage, c'est quelques gravats sur du fond vert avec les acteurs, faut pas les oublier quand même. Tout le reste, c'est que du fond vert. Tout ce que vous avez en fond avec les rues et tout ça c'est du fond vert. Donc je pense qu'on va aller dans une esthétique du fond vert qui sera complètement démente. À un moment, il y aura même plus d'acteurs, il y aura plus rien. Ce sera de la performance capture. Alors je pense qu'il y aura un truc assez délirant qui va se passer avec cette performance capture. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé. La performance capture, ça te permet de capter le mouvement, la performance de l'acteur. Alors imagine seulement qu'on va prendre le masque de Humphrey Bogart de vieux films et on va le coller sur un acteur actuel. Donc on va pouvoir faire jouer John Wayne, Humphrey Bogart, James Stewart, Katharine Hepburn, Brigitte Bardot dans ses meilleurs jours, dans les films actuels. Ça deviendra juste complètement délirant ce qu'on pourra faire. Moi là je trouve que ce qu'ils avaient fait pour Terminator 4 avec ce T-800 avec la tête d'Arnold Schwarzenegger, à mon avis ça c'est une piste pour les réalisateurs pour l'avenir du cinéma, c'est-à-dire refaire vivre des acteurs qui sont morts ou des acteurs qui sont vieux et les ramener à la vie, à la jeunesse dans les films. C'est un peu comme la pub avec Sean Connery qui conduit une voiture. Il conduit d'abord tout vieux et quand il sort de la voiture, il est tout jeune et il y a le portier à l'hôtel qui dit « Oh, monsieur Connery, vous avez changé !» Et il y a Sean Connery qui dit « C'est la voiture !» Alors ça, je trouve ça excellent et je pense que ce sera un truc très intéressant à suivre si les réalisateurs, si les producteurs, si Hollywood travaillent ce sujet-là. Ce sera complètement délirant et donc je pense que ça permettrait peut-être des beaux délires, toutes ces idées de performance capture et de recréer un corps et une tête des acteurs d'antan. Il y a beaucoup de pistes. Je vais m'arrêter là parce que ça commence à faire long. Mais oui, je pense qu'il y aura beaucoup de choses, mais tout sera basé sur le numérique. Tout sera complètement délirant. On ne filmera plus qu'en numérique. Là, Martin Scorsese s'est avoué vaincu. Il ne va plus tourner en 35 mm, il va tourner en numérique. Tout ce qui sera 3D sera bien augmenté. On filmera plus en 3D directement. Il faudra pas être allergique au numérique, je crois, dans les années à venir.
Alors ensuite, une question de G. Plassans, j'espère que je le prononce correctement, qui me demande un peu l'histoire de mon premier compte. Donc le compte qui s'appelait Blazer12. C'était un compte qui remontait à très longtemps, mais je l'avais pas vraiment utilisé. Je mettais des petites vidéos comme ça, mais ça n'allait pas très loin. Faut que je me souvienne maintenant, c'est encore une autre affaire ça. Je commençais le montage en faisant des clips vidéo. Voilà, j'avais pris une musique du James Bond et je l'avais collée sur les images de Wall-E. J'avais fait la musique de Like a Virgin de Madonna avec l'Exorciste. Voilà, des montages un peu comme ça, assez sympas. Et il se trouve qu'il y a un montage qui a fonctionné sur internet, mais du tonnerre. En même temps, j'ai un peu frappé dans ce qui marchait. C'était un montage de la série Yu-Gi-Oh! Le montage était bien. Il m'avait pris 1 mois à faire, mais franchement, il était bien. Et il se trouve que j'étais pas le seul à penser que mon travail était bien. Il y a eu beaucoup de gens qui ont regardé cette vidéo. Je crois qu'à la fin, j'avais plus de la moitié de mes vues qui étaient grâce à cette vidéo-là, à une seule vidéo. Après, j'ai commencé à poster plein d'autres vidéos à poster. J'avais fait une petite partie de StarCraft 2 que j'avais capturée, que j'avais mis comme ça sur le web avec mes commentaires. J'avais commencé à faire un peu, à me diversifier. Et j'avais commencé justement à poster mes analyses. Mais directement, l'analyse sur YouTube, c'est-à-dire l'analyse complète, c'est-à-dire 20 minutes d'une analyse sur YouTube. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des petits problèmes de copyright. Elles n'étaient pas bloquées, mais il y a eu des notifications et tout ça. Et moi, ça me faisait un peu peur. Alors, j'ai commencé à faire le système que vous avez aujourd'hui et qui, Dieu merci, arrive à peu près bien fonctionner et à être accepté aussi. Et je vous remercie. J'ai pas encore eu de personnes qui se plaignaient d'avoir une vidéo qui nous envoie à une autre vidéo. Donc moi je suis très content. Voilà, donc j'ai commencé à faire des petites vidéos qui amorçaient déjà le lien sur Vimeo. Et ça commençait à venir. Le pire, ça c'est trop horrible. Ça commençait à venir. J'avais terminé ma première saison. Ça avait l'air pas mal et tout ça. Et tout d'un coup, il y a les copyrights qui sont réveillés et qui m'ont foutu les avertissements, mais presque à la suite. Et ça, je peux vous dire que ça m'a foutu un coup dans la gueule. Complètement. En un seul coup, j'ai tout perdu. Mais cependant, le Synthfiles était lancé. Et je me suis dit, je vais pas m'arrêter là. Et hors de question. Et j'ai recommencé ma chaîne. Surtout, voilà, avant, j'avais 10 000 vues par jour. Vous voyez un peu le truc. Ça montait vite. Je vais me dire, allez, je vais en recommencer une, mais une qui sera vraiment dédiée purement au cinéma. Plus question de mettre mes petites vidéos perso sur la chaîne. Ce sera uniquement dédié au cinéma. Je m'arrangerai pour éviter les copyrights. Pour l'instant, ça marche bien. Je m'attendais pas à avoir autant d'abonnés si rapidement, donc je suis très content. Et je vous remercie encore une fois. Donc voilà, c'était l'historique de mon ancienne chaîne. Je vais continuer sur les questions de GansFan. Alors, je vais commencer avec une question assez simple. Y a-t-il des critiques de cinéma dans la presse, la télévision, radio, web que tu préfères, qui sont proches de tes goûts et de ta sensibilité? Lesquelles? Je regarde pas beaucoup les critiques des autres. Si, je regarde des fois, mais j'ai pas un penchant particulier pour des critiques en particulier. Après, il se trouve que je serais plus enclin à lire positif. J'y suis pas abonné, mais je serais plus enclin à lire positif. Parce qu'il y a aussi un de mes anciens profs à l'université qui rédige des articles dedans. Ça, c'est toujours agréable de voir. Oh, tiens, il y a mon prof qui a écrit cet article. Mais non, je n'ai pas de critique que je suis particulièrement. Non. Pourquoi y a-t-il autant de testeurs de jeux vidéo et si peu de critiques de films sur les sites de partage de vidéos? Ça vient des copyrights, à mon avis c'est ça, tout simplement. Le scanner de YouTube, je vais parler de YouTube. Le scanner de YouTube est plus bourrin concernant les films qu'il ne l'est pour les jeux vidéo. Et il y a aussi des sociétés qui sont tombées. Des sociétés qui faisaient des jeux vidéo qui sont tombées. Et donc il y a des jeux vidéo sur lesquels on peut largement revenir. Des jeux vidéo qui n'ont plus dont la licence est tombée. Des jeux vidéo qui sont tellement vieux que personne ne va revendiquer un quelconque droit. Donc tout ça, ça permet aussi aux testeurs de parler de jeux vidéo. Et puis après, il y a des chaînes professionnelles de commentaires de jeux vidéo. Vous savez, des chaînes, on va dire, comme... je vais quand même donner quelques noms, mais comme Ponfétude, sur StarCraft 2,
qui sont des chaînes de commentaires. Et si tout d'un coup il y avait des droits sur Call of Duty ou StarCraft 2, eh ben, il y aurait des sacrés problèmes sur certaines chaînes. Donc je pense qu'il y a certains développeurs, certains concepteurs de jeux vidéo qui se sont adressés à YouTube et qui n'ont pas voulu que les droits rentrent comme ça dans le scanner et que les gens, dès qu'ils postent une vidéo de tel ou tel jeu, ils soient sanctionnés. Donc je pense qu'il y a le jeu vidéo est plus récent et donc il s'est mieux intégré aux médias et à YouTube, qu'il l'accepte mieux, alors que le film, sa place n'est pas sur Internet. Elle est dans les salles de cinéma, sur le DVD, sur le Blu-ray. Si on veut faire quelque chose sur le cinéma, c'est déjà tout de suite un peu délicat. Surtout si on est amateur. Après, il y a toujours des petites choses qui sont faites, qui sont rattachées à de grandes sociétés. Je pense par exemple le cinéma d'Orange, la Ciné Day, ou je sais plus comment ça s'appelait, qui était sponsorisé par Orange. Et donc il y avait des petits sketchs sur le cinéma. Voilà, c'était très simple, c'était très léger. Où il y avait aussi le cinéma du comité que vous avez sur ma chaîne, qui a été financé, je crois, par France 3 ou France 5, je sais plus. Voilà, il y avait des petites choses financées, mais ça va pas très loin. Mais après, les critiques, c'est toujours l'affaire des droits. Pour moi, il n'y a que ça. Après, ceux qui sont spécialistes du cinéma, ils préfèrent peut-être écrire et voir des films que passer leur temps à faire des vidéos sur le cinéma. Il se trouve qu'il y en a quelques-uns qui ont envie de faire ça, j'en fais partie. Et puis voilà. Après, bien sûr, il y a la distinction claire et nette entre ceux qui veulent faire un boulot vraiment sérieux. Je pense à Matt de État Critique, moi-même, Dodprod. Il y a aussi des personnes qui commentent comme ça leurs sorties, qui donnent leur avis, comme le cinéma de Durandal qui est sur Facebook. Voilà, ce genre de chaînes qui quand même sont assez sérieuses. Et il y a aussi ceux qui font les grandes déconnades, le cinéma d'Elvis, Anthony du Ciné Raté. C'est les gens qui font des parodies, qui font des mises en scène autour des films. Cela, bien sûr, leur permet de limiter la casse au niveau des copyrights. Les copyrights, oh yeah. Ensuite, j'ai une question de Paul Quinten ou Quinten, ça dépend comment on le prononce. Moi, je préfère la prononcer à l'anglaise, Quinten. Ça a plus de classe, voilà. Qui demande, alors là aussi c'est une question à rallonge, mon parcours de cinéphile. Comment je peux commencer un truc pareil? J'espère que vous avez pris le café. non, je vais essayer d'être rapide. On va dire que j'ai commencé à voir des films. J'ai encore des flashs dans la tête. Bien sûr, j'ai vu les films entre temps, mais j'ai encore des flashs dans la tête, des séquences qui m'ont complètement troublé. Mais c'était des films du genre Tremors, Predator, Highlander 2, Batman Returns ou Jurassic Park. Voilà, c'est pas très joyeux. Ça m'avait vraiment beaucoup frappé. Mais je pense que j'ai eu quand même beaucoup de chance par rapport à la violence, parce qu'il y avait un membre sur Facebook qui m'avait posé la question de le rapport à la violence au cinéma et aux jeux vidéo. Mais par rapport au cinéma, j'ai eu la chance d'avoir accès à une quantité incroyable de Disney, aussi bien les longs métrages en cassette que tout ce qui est de l'ordre de Pluto, Donald, Dingo, Mickey, Minnie et tout ça, Super Baloo, Mister Mask, les Tic et Tac, la bande à Picsou, tout ça dans des cassettes. Mon père avait enregistré pour mon grand frère, plein de dessins animés sur toutes les lettres de l'alphabet. Donc il y avait la cassette A, B, C, D et on en avait tellement qu'il y avait après la cassette AA, BB, CC, DD. Où il est où Dédé? Enfin bref, voilà, donc il y avait énormément de dessins animés, j'ai tout vu, tout revu. On avait aussi les Bugs Bunny, les Daffy Duck, Elmer et tout ça. Donc il y avait énormément de dessins animés, les Tom et Jerry, enfin bref, il y en avait une quantité industrie minière. Et après, bien sûr, il y a aussi tous les films qu'on avait en cassette. J'ai passé énormément de temps à regarder ces films, tout ce qui était en cassette. Et j'ai vécu les premiers DVD qu'on avait achetés. Donc j'ai regardé pratiquement tous les DVD qu'on a à la maison. Donc moi j'avais vraiment déjà une bonne culture d'emblée quand j'ai commencé à analyser le cinéma. On avait la chance au lycée d'avoir une option de cinéma parce qu'il y avait un prof d'histoire qui était aussi le directeur d'un cinéma qui est peut-être le cinéma le plus vieux du monde, qui a été créé en 1913, parce qu'il faut savoir qu'avant le cinéma c'était un loisir réservé, un loisir projeté dans les foires ou dans les salles de théâtre. Et puis après, il y a eu les premières salles de cinéma. Les salles qui ont été vraiment créées
pour projeter des films. À Strasbourg, il y a une salle de cinéma qui s'appelle l'Odyssée, dont la salle principale a été créée en 1913. Donc c'est une très très vieille salle de cinéma, elle est juste magnifique, on dirait une salle de théâtre. Et bien sûr, étant donné que pour ce genre de salle on avait avant que l'esthétique des salles de théâtre, et bien c'est normal que cette salle ressemble à une salle de théâtre. Et donc on avait ce prof qui nous faisait des cours de cinéma. Et bien sûr j'étais toujours assez bien perçu parce que j'avais déjà un putain de bagage cinématographique derrière moi. J'ai découvert plein de choses, ce n'était pas que le cinéma américain. On a découvert aussi l'expressionnisme allemand, qui est pour moi le mouvement le plus important du cinéma. On a vu des films sud-américains, enfin, on avait vu plein de choses. On a fait des films aussi, alors là je vous raconte pas le bordel que c'était. Il y a Mr. Aurore qui a vu un des courts-métrages et il faudrait que je lui demande qu'est-ce qu'il en a pensé, mais j'ose même pas lui demander. Enfin bref. Voilà, et après j'ai commencé à l'université, mais là ça n'avait plus rien à voir. L'université c'est très froid, c'est très porteur, c'est très agréable, et les profs sont des fois d'une gentillesse, du fait qu'ils voient ceux qui veulent vraiment être dedans et ceux qui ne veulent pas. Et bien des fois ils sont extrêmement gentils avec... il y en a, oh là là, il y en a qui sont terribles, il y en a qui sont des véritables... Ils sont tellement accommodants, et ce qui est génial par rapport à l'école, c'est que à la fin de la séance, vous pouvez venir leur parler longuement, et voire même prendre un petit café avec eux. C'est assez formidable, voire même vous lier d'amitié si vous avez, ça va beaucoup plus loin. C'est assez formidable des fois. Voilà, l'université m'a aussi beaucoup formé, m'a bien ouvert l'esprit sur les différentes possibilités. Bien sûr j'ai vu des tonnes de films entre temps, c'est du style 15 films en 2 jours, hein, vous voyez un peu le rythme, des fois c'était presque ça. Et puis maintenant je croise les doigts parce que je vais à Paris pour plus de 2 ans, je vais dans une école privée pour faire du montage. Moi j'adore ça, j'ai pas, c'est bien sûr c'est un peu pénible et il faut de la patience, c'est évident, mais j'adore ça. Et on avait pour l'université, c'est ça aussi qui m'a décidé à faire le montage, c'est qu'on avait des courts-métrages à faire en 3e année, mais il se trouve qu'on n'avait pas vraiment de cours de montage. Et donc il y avait plus de la moitié de la classe, c'est-à-dire à peu près 15 à 20 personnes qui ne savaient pas monter et qui n'avaient pas envie de monter. Et donc je me suis retrouvé à faire tous les projets de ces personnes. C'était assez délirant, c'était un peu le marathon. Et là je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire. Tout simplement, mais il n'y avait même pas à discuter. C'était soit ça, soit la mise en scène, mais la mise en scène c'est chiant, les acteurs, ils font chier les acteurs. Voilà, c'est pour moi, s'il n'y avait pas les acteurs, moi je serais metteur en scène, mais les acteurs c'est chiant, oh là là. Après il faut réexpliquer à son caméraman qu'il faut pas prendre l'angle comme ça, et l'autre il comprend pas, il faut... Oh là là, non mais c'est un truc assez pénible, et il faut toujours mettre sous pression, il y a quelque chose de très désagréable. C'est que je faisais plusieurs rôles en même temps aussi, enfin c'est bon, je faisais le rôle d'acteur, en même temps celui de metteur en scène, en même temps je vérifiais à chaque fois les plans, enfin c'était un peu fou. Mais finalement c'est au montage où j'ai pris plus de plaisir, aussi bien pour les courts-métrages des autres que pour le mien. Donc voilà, parcours cinéphilique qui commence très jeune et qui va continuer. Je discute très peu de cinéma avec les autres. C'est vrai que quand j'y pense, j'ai pas beaucoup discuté de cinéma avec les autres, donc moi j'ai vraiment une appropriation bien à moi de l'univers, et j'ai pas trop de recul par rapport à ce que les autres pensent. Je devrais plus m'ouvrir, éventuellement, mais bon, pour l'instant ça se fait pas tellement. J'espère qu'à Paris je rencontrerai des gens avec qui j'aimerais parler. Mais en attendant, je continue à voir des films et je continue à monter des séquences, et puis voilà quoi, je fais presque ça toute la journée en fait, c'est un peu ça. Donc voilà, c'était rapide et il y a plein de choses que j'ai oubliées, mais en gros c'est à peu près ça. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais aussi m'arrêter là pour la première partie de la foire aux questions, parce qu'il y a eu pas mal de questions et je veux vraiment délirer sur votre question, prendre mon temps, essayer de faire le tour ou pas. J'espère m'avoir répondu aux premières questions que vous m'avez posées. Je vais m'arrêter là. Je continuerai très bientôt la suite de la foire aux questions. Vous l'aurez bientôt avec toutes les autres questions. Je ne sélectionne pas les questions, je prends toutes les questions qu'on me donne, ça c'est évident.
Je vous souhaite donc une agréable journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le cinéma et pour de nouvelles vidéos de Cinefiles. Allez, salut!